Bonjour à tous et bienvenue à vous au grand rendez-vous dans un paysage politique bouleversé et avant un remaniement imminent, probablement dès demain. Votre émission dominicale accueille deux invités politiques à partir de 10h30. C'est le député européen LR François-Xavier Bellamy qui sera avec nous. Mais tout d'abord, et pour ouvrir cette émission, il est aussi député européen, président du Rassemblement national, Jordan Bardella. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous pour vous interroger à mes côtés. Mes camarades Nicolas Barré, Les Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Sonia. Et le penseur et sociologue Mathieu Boccoté. Bonjour à vous Mathieu. Bonjour. Jordan Bardella, le nouveau président de la Commission des finances, Éric Coquerel, fait l'objet d'accusations. Il y a les attaques politiques dont on va parler. Il y a aussi le domaine des violences sexuelles autour de son comportement, ou présumé comportement. Il se défend ce matin dans le JDD, Éric Coquerel, et dénonce des rumeurs. Que dites-vous ce matin? Est-ce que d'abord vous mettez en avant la présomption d'innocence ou bien est-ce qu'il y a un principe de responsabilité politique? Mais il y a surtout une lutte intraitable à avoir contre les violences faites aux femmes. Mais en l'occurrence, ici, je ne suis pas l'avocat d'Éric Coquerel, mais on parle de rumeurs. Donc, je ne vais pas commenter des rumeurs. On se prononcera s'il doit y avoir des plaintes. S'il y a une plainte, il y aura une enquête. Il bénéficiera, dans le cadre du droit français, de la présomption d'innocence. Et puis, s'il y a plainte et une condamnation derrière, eh bien, à ce moment-là, il sera condamné. Il devra en tirer toutes les conclusions. Mais pour l'instant, ce sont des rumeurs. Donc, depuis plusieurs jours, on nous dit « Qu'est-ce que vous pensez de ces affaires ?» Mais je veux dire, c'est difficile de commenter des affaires sans avoir le moindre élément et en ne s'appuyant que sur des rumeurs et des bruits de couloir. Parfois, ce même type d'affaire a été commenté avant qu'il y ait formellement plainte. Je pense au ministre Damien Abad. Est-ce que vous pensez qu'il y a une indignation à géométrie variable entre ce ministre et oui, je pense qu'il y a une indignation à géométrie variable de la part de la gauche notamment, et notamment de la part de Madame Rousseau, qui, il y a quelques jours, a appelé à la démission avec force, d'ailleurs, du ministre Damien Abad, contre qui une enquête a été ouverte, même s'il bénéficie, encore une fois, je le rappelle, de la présomption d'innocence, donc il n'y a pas eu de condamnation, et qui voit, pour le coup, à l'inverse, quand ça concerne quelqu'un de son camp, qui, encore une fois, n'a pas été condamné, il n'y a pas d'enquête, mais ne voit aucun problème à dire qu'il doit rester en poste. Donc il y a toujours, effectivement, une gauche à géométrie variable dans le pays, c'est vrai. Alors, sur le plan politique, Éric Coquerel a tenu un discours qui se veut rassurant après son élection à la présidence de la Commission des finances, en affirmant que cette commission ne serait pas un instrument de contrôle fiscal. Est-ce que vous avez été rassuré et convaincu? Non, pas du tout. Je pense que Éric Coquerel est l'aile gauche de l'extrême gauche. Je pense qu'il a montré tout au long de son parcours politique. Je vous rappelle qu'il y a quelques mois, il y a quelques années, il soutenait l'occupation par des clandestins de la basilique de Saint-Denis. Je vous rappelle qu'il avait incité la totalité des cadres de la France Insoumise à se rendre dans cette grande marche de la honte en novembre 2019 à proximité du Bataclan, où la gauche a manifesté à côté du CCIF, les islamistes du CCIF, qui est un collectif qui a été dissous par le gouvernement pour sa proximité avec l'idéologie islamiste et qui partage toutes les thèses islamo-gauchistes. Donc je ne suis pas rassuré en voyant quelqu'un qui émane d'un mouvement politique qui, en matière économique, veut transformer la France en Venezuela et qui, s'agissant du reste, c'est des sujets de société. Il a été élu, mais je veux dire, il y a quand même une tromperie sur cette affaire. C'est-à-dire ? Depuis 2007, il y a une tradition républicaine qui veut que la présidence de la Commission des finances, qui contrôle le budget de l'État, revienne au premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Le Rassemblement national avec 89 députés est la première force d'opposition à l'Assemblée nationale. Il y a eu un tacite accord implicite qui ne dit pas son nom entre tous les mouvements politiques pour écarter le Rassemblement national. Genre, les Républicains, en fait, la leçon il faudra peut-être interroger la personne qui va me suivre exactement à cette place. Mais les Républicains avaient la possibilité de choisir entre un gaulliste présenté par le Rassemblement national, qui a travaillé avec Nicolas Dupont-Aignan, qui est député de la Somme, qui nous a rejoints, qui est aujourd'hui un élu reconnu, crédible du Rassemblement national. Ils ont préféré s'abstenir et choisir Monsieur Coquerel. Donc sur un axe LR, la France Insoumise, c'est extrêmement étonnant. Et moi, je déplore que les députés des Républicains aient manifestement davantage peur de l'avis de Sandrine Rousseau que de celui de leurs propres électeurs. Selon le président du groupe LR à l'Assemblée, Olivier Marleix, aucune arithmétique ne permettait de battre le candidat de la NUPES. Seule la majorité avait ce pouvoir. Alors, pourquoi incriminer les LR ? Non, c'est faux. Il y avait 8 voix des LR, 2 voix de liberté et territoire, et en vérité,
troisième tour, on a vu le candidat de la droite et du centre, Charles de Courson, se retirer de crainte d'être éventuellement élu avec les voix du Rassemblement national, parce que nous, on aurait pris nos responsabilités. C'est-à-dire, nous, entre un président de la commission des finances responsable des Républicains et un militant d'extrême gauche, moi, ma main n'aurait pas tremblé s'agissant de ce choix-là. Mais est-ce qu'on peut dire que le Front républicain, dont plusieurs parlaient, fonctionne désormais un jour sur deux? C'est-à-dire une journée, vous avez 2 vice-présidences à l'Assemblée nationale, le lendemain, vous n'avez pas la présidence de la Commission des finances? Non, le Front républicain, si vous voulez, a été mis en place par le système pour nous empêcher d'accéder à l'Assemblée nationale. On voit que ce Front républicain est aujourd'hui tombé, qu'il n'y a plus de plafond de verre. Et peut-être la plus grande victoire de Marine Le Pen en 10 ans est d'avoir, par la stratégie qu'on a appelée de la normalisation, transformer le Rassemblement national, qui était un parti de contestation, de témoignage, en un parti de second tour. On voit que dans des régions où peut-être le mouvement était historiquement plus faible, je pense à la Nouvelle-Aquitaine, nous obtenons 6 députés et 89 députés au total. On a même failli avoir un député d'ailleurs en Guadeloupe. Donc c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est l'entente entre les gens qui dirigent le pays depuis des années à l'Assemblée nationale pour nous empêcher d'avoir des postes. Excusez-moi, je quémande rien du tout. Je dis juste que le Rassemblement national n'est pas un parti de seconde zone, que nos électeurs ne sont pas des citoyens de seconde zone et que nous avons droit... Qui le dit ? Écoutez, ces manœuvres le disent d'elles-mêmes. Quand j'entends des partis, et notamment toute la gauche, s'indigner de la présentation de candidats par le RN à la vice-présidence de l'Assemblée nationale, à la questure, au secrétariat de l'Assemblée, ces gens-là ont un problème avec la démocratie. Donc nous sommes entrés à l'Assemblée nationale, le peuple est entré à l'Assemblée nationale, et il est normal que certains postes de vice-présidence de ce qui est la maison du peuple français reviennent. Et je me réjouis que Sébastien Chenu et Hélène Laporte, qui sont des députés de qualité et compétents, puissent accéder à ces postes qui sont aussi des postes de représentation pour nos électeurs. Vous-même, n'avez-vous pas bénéficié du jeu, si je puis dire, des alliances, justement, pour avoir ces 2 présidents, vice-présidents RN? Donc, à un moment, vous les dénoncez, et puis quand ils vont dans votre sens, mais ce ne sont pas des alliances. Je veux dire, on est en démocratie, il y a des règles républicaines. La règle républicaine... vaut aussi pour l'opposition quand la règle républicaine, ça veut dire que, il y a une tradition qui est inscrite dans le règlement intérieur de l'Assemblée, qui dit que la présidence de la Commission des finances, parce qu'elle contrôle l'application du budget de l'État, revienne au premier groupe d'opposition. Nous sommes le premier groupe d'opposition, et je peux vous assurer que sur les 5 dernières années, avec 5 députés sur 577, nous réalisons 42% des voix à la présidentielle. Alors je vous laisse imaginer en 5 ans avec 89 députés. Mais j'y reviens. Est-ce qu'on ne s'est pas retrouvé devant un scénario tout sauf le RN pour ce poste en particulier? Non, on s'est retrouvé devant la déchéance des Républicains. Voilà, je veux dire, est-ce que les électeurs... Mais non, mais moi, je pose la question au cadre des Républicains, au président Marlex, président de groupe des DLR, je leur dis, mais est-ce que vos électeurs comprendront que vous préférez un cadre de la France insoumise plutôt qu'un gaulliste du Rassemblement national? Comment pouvez-vous expliquer cela à vos électeurs? Et ce qui s'est passé est l'énième symbole des reniements des Républicains qui amène aujourd'hui les Républicains à 4% à la présidentielle et probablement beaucoup de LR à voter pour nous. Vous êtes le seul parti d'opposition. J'ai reçu il y a quelques jours Olivier Marlex. Il me dit, nous on est clairement dans l'opposition. Il n'y a pas d'alliance avec Emmanuel Macron. Il ne s'agit pas de préférer un parti ou un autre. Nous sommes autonomes et dans l'opposition. Pourquoi vous lui reniez le fait d'être dans l'opposition? Pour qui a appelé à voter au second tour l'élection présidentielle la candidate de M. Marlex? Et donc, vous en faites de fait un parti allié à Emmanuel Macron. Excusez-moi, Valérie Pécresse et les cadres des Républicains ont appelé à voter pour Emmanuel Macron. Donc, comment on peut s'opposer à un candidat qu'on a fait élire? C'est une forme de schizophrénie. Idem avec la gauche. La gauche n'est pas l'opposante Emmanuel. Ils ont appelé à voter pour Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron doit son élection à l'apport de voix de Jean-Luc Mélenchon. Donc, on ne peut pas s'opposer à quelqu'un qu'on a fait élire. Et réciproquement, d'ailleurs. Permettez-moi de vous rappeler que La République En Marche, et d'ailleurs plusieurs ministres l'ont déclaré, La République En Marche, lorsqu'elle n'était pas présente au second tour des législatives et qu'il y avait des seconds tours entre l'extrême gauche et le Rassemblement national, a appelé à voter pour l'extrême gauche. Donc, dans aucune autre démocratie au monde, mature et moderne, le pouvoir choisit son opposition. Si le pouvoir choisit son opposition, c'est que l'opposition n'est pas l'opposition. Est-ce qu'avec 89 députés, vous estimez que vous entrez dans une autre logique par rapport à la majorité, par rapport à d'éventuels soutien ponctuel sur certains textes, etc. Je pense que le Rassemblement national est en train de devenir, et c'est probablement l'étape la plus décisive, une formation de gouvernement. Et que nous avons vocation le président, à gouverner. Mais c'est normal, puisqu'on veut lui prendre sa place. Donc, si vous voulez, c'est normal qu'ils soient en désaccord avec nous. Ça m'intéresse que vous y répondez. Vous avez dit tout à l'heure, nous sommes un parti de second tour, mais pour Emmanuel Macron, vous n'êtes pas un parti de gouvernement. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Manifestement, lui non plus, parce que celui qui est mis en minorité aujourd'hui, c'est lui.
et que s'il n'ignorait pas les souffrances des Français Une majorité relative. depuis son quand même, élection, donc, attendez, je veux bien que vous vous rassuriez sur la majorité Nous relative. n'avons pas à être rassurés, c'est les Emmanuel faits. Macron Une a été majorité mis en relative. minorité. Le pays est bloqué aujourd'hui du fait du désintérêt total d'Emmanuel Macron pour le sort des Français. Depuis qu'il a été réélu, depuis le mois d'avril, qu'a-t-il fait sur le pouvoir d'achat, l'urgence du pouvoir d'achat? Rien. Qu'a-t-il justement, il y fait a un projet sur de la loi qui arrive, on en sécurité? parlera. Rien. En revanche, je vais vous répondre, pour répondre très clairement à votre question, l'effet levier de ces victoires RN aux législatives et de l'arrivée d'un groupe puissant du RN à l'Assemblée, c'est d'abord le pouvoir d'achat comme premier sujet de discussion à l'Assemblée nationale, et deuxièmement les aveux timides du ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, sur sa responsabilité dans le chaos du Stade de France. On est passé du déni à des excuses timides. Pendant un mois, il a accusé la billetterie d'avoir agressé les supporters de Londres. Là, il se rend compte et il commence à avouer qu'il y a un problème de sécurité en France. Donc nous serons là à l'Assemblée nationale pour faire entendre la voix des Français, la voix du peuple français. Et quand ils s'en prendront au peuple français avec une politique sociale qui est, je crois, très brutale, nous serons là. Vous confessez, vous avouez une forme de déception par rapport aux Républicains qui auraient dû voter pour vous, si on comprend bien, avec l'argument gaulliste. On présentait un gaulliste, il aurait dû être compatible avec eux. Est-ce qu'il devrait y avoir des points de convergence entre vous et les Républicains aujourd'hui? Je pense qu'une grande partie des électeurs des Républicains, d'abord, ont déjà quitté les Républicains. Mais voudriez-vous vous entendre avec les 4%. députés républicains? Non, mais moi, je dis aux gens qui sont encore tentés de voter pour LR, regardez ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale dans le cadre de la présidence de la Commission des finances. Regardez vos candidats préférés, Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Regardez vos candidats préférés, la France insoumise au Rassemblement national. Donc je leur dis, faisons un bout de chemin ensemble. Et d'ailleurs, au cadre sincère de LR, qui ne veulent pas rejoindre l'armée d'Emmanuel Macron et qui ne veulent pas se complaire dans des magouilles avec la France insoumise, Bien. je leur dis, mais travaillons Donc ensemble. vous faites l'union des droites L'intérêt- aujourd'hui. Écoutez, Bah, nous avons appelez-la comme réuni. vous voulez, Non, mais on mais l'appellera- c'est un fait. on peut l'appeler comme on veut. Mais je pense que je pense que le patriotisme n'est pas de droite, il n'est pas de gauche. Mais je pense que il y a toute une partie de l'électorat LR qui est orphelin et avec qui nous avons vocation à faire un bout de chemin. C'est Oh. évident. On va marquer une pause parce que le bout de chemin aussi, il concerne surtout la France. Vous avez parlé des sujets très importants, évidemment, pouvoir d'achat, sécurité, finance également dans notre pays. On marque une courte pause et on se retrouve. Et deux invités pour ce grand rendez-vous. Tout à l'heure, ce sera l'eurodéputé LR François-Xavier Bellamy. Pour l'heure, nous sommes avec le président du Rassemblement national, Jordan Bardella. Nous allons évoquer avec vous dans cette seconde partie les défis du quinquennat Emmanuel Macron. Bien sûr, l'urgence sociale liée au pouvoir d'achat. Mais tout d'abord, une question sur le président et la guerre en Ukraine. Avez-vous vu, Jordan Bardella, le documentaire qui a été diffusé jeudi soir sur France 2 au cœur de la guerre et de la diplomatie d'ailleurs française, les portes de l'Élysée ouvertes. On a entendu différents présidents dialoguer avec le président français. Qu'en avez-vous pensé ? Le président me fait plus penser à un influenceur qu'au général de Gaulle. Et que ces exercices de mise en scène narcissique où on révèle quand même des discussions avec des chefs d'État. Enfin, je veux dire, ce qu'il fait, c'est tout le contraire de la diplomatie. La diplomatie, c'est une injonction à l'humilité, c'est une injonction à la discrétion et à la responsabilité. Et de voir le président de la République se mettre en scène comme un acteur Netflix ou Amazon Prime pour mettre sur la place publique les échanges, d'abord se mettre en scène et les échanges extrêmement confidentiels qu'il a avec des chefs d'État, moi je trouve ça choquant. Je pense qu'il y a deux sujets. D'abord, on peut évidemment avoir des vidéos, des accès privilégiés, des documentaires qui se font sur les coulisses des G7, et je pense qu'il y a un exercice de transparence à avoir. Mais je veux dire, la manière dont c'est fait et la manière dont on divulgue des informations qui sont des informations confidentielles, qui peuvent même agiter le niveau de tension. Est-ce que les chefs d'État qui sont enregistrés en discussion avec Emmanuel Macron sont au courant qu'ils sont enregistrés par les services de l'Élysée pour des vidéos promotionnelles du président de la République ? Est-ce que vous n'y avez Je pas ne vu le crois pas. Aussi une France au cœur justement des discussions, une France qui arrive à faire parler certains. Est-ce que vous avez retenu aussi cela de ce documentaire ou rien n'a trouvé grâce à vos yeux ? Emmanuel Macron Alors confond je pense pour lui, la présidence de la République est un exercice de jouissance. Voilà, c'est pas un exercice de service. Être président de la République, c'est servir la France, servir les Français. Or, on a un peu le sentiment, si vous voulez, que la seule chose qu'il nous livre depuis sa réélection, rien sur les urgences du moment dont on a parlé, dont on va probablement reparler,
En revanche, on se met en scène dans des films. Voilà. Donc je trouve ça un peu dommage. Difficile de dire rien sur le pouvoir d'achat dont on va parler. Je pense que si rien. Je veux dire, il a été réélu il y a 2 mois. Ouais. Sur le pouvoir d'achat, rien. Alors, rien. L'inflation augmente. Le chèque les prix des carburants. On va pas vous faire la liste Prévert. Là, on parle d'une discussion qu'on va avoir en juillet pour probablement une entrée en application au mois de septembre. Ouais. Donc, je veux dire, il a été réélu en avril. Il ne s'est rien passé. Est-ce que les Français qui nous regardent sont capables de citer plus de 3 mesures du projet d'Emmanuel Macron pour ce nouveau quinquennat, à part la retraite à 65 ans? Est-ce que vous en êtes capable? 3 mesures du programme d'Emmanuel Macron. Mais non, je n'en suis pas capable parce que je ne sais pas. Mais vous les connaissez. Là, c'est pour caricaturer, dire qu'il n'y a pas de programme. Ok, donc la réforme à 65 ans, l'échec. L'école, l'hôpital, il n'y a rien. L'hôpital, si, l'hôpital, on a annoncé une mission flash. Ça fait 10 ans que l'hôpital s'effondre, ça fait 10 ans qu'il ferme des milliers de lits à l'hôpital public. Il y a eu un Ségur de la santé, et là on nous dit on va créer une mission flash sur l'hôpital. Ah si, je sais ce qu'ils vont faire. Ils vont faire la retraite à 65 ans, ils vont continuer de multiplier les accords de libre-échange, ils vont continuer d'augmenter les taxes sur les carburants, ils vont continuer à faire rentrer des centaines de milliers de personnes chaque année dans notre pays. Je sais ce qu'ils vont faire. Et c'est la raison pour laquelle moi je dis au gouvernement, mais donnez-nous un cap, quelle est votre feuille de route? Or pour l'instant les Français ne la voient pas. Sur les urgences sociales dont vous parliez, sur le pouvoir d'achat, etc., quelle va être votre stratégie? Quel va être votre rapport par rapport à ce projet qui va être présenté dans quelques jours? Je pense que la logique de chèque, qui est une logique inflationniste, dans laquelle va s'engager le gouvernement, n'est pas la bonne mesure. Elle n'est pas la bonne mesure parce qu'en réalité, avec le ciblage qui est fait, qui est généralement très mal fait. Moi, je suis député européen, j'ai reçu le chèque énergie, par exemple, et on a d'autres de nos parlementaires qui reçoivent les chèques. Bon, ces chèques-là sont destinés aux bénéficiaires des minima sociaux. C'est très bien, on aide les Français qui en ont le plus besoin. Mais on oublie totalement les classes moyennes. On oublie totalement les millions et millions de Français qui travaillent, qui sont trop riches pour rentrer dans la case des minima sociaux et qui ne sont pas assez riches pour rentrer dans les cases à qui le gouvernement fait des cadeaux fiscaux importants. Donc vous présenterez des amendements à ce projet. Mais vous ne vous opposerez pas, évidemment, aux aides qui seront apportées. Évidemment, s'il y a des urgences à voter, on les votera. Mais on va surtout proposer ce que nous ferions à la place. Ouais. Et ce que nous ferions à la place, c'est 3 choses. D'abord, c'est la baisse des taxes. C'est de baisser notamment sur les carburants, l'électricité, le gaz, le fioul, la TVA de 20% à 5,5% pour rendre du pouvoir d'achat immédiatement. Là aussi, en France, il y a 60% de taxes. Vous critiquiez le fait que certaines aides, certains chèques sont donnés à tout le monde. Là, ça arrange tout le monde. Là. Si on baisse les taxes... Oui, ça arrange les gens qui ont besoin de leur voiture. Les gens riches comme les gens pauvres. Vous pouvez toujours prendre le 0,01% de Français hyper riches qui roulent en Porsche, mais eux, de toute manière, une aide ou une autre, ils n'en auront pas besoin. Donc, je pense qu'il faut baisser les taxes sur les carburants. Deuxièmement, il faut augmenter les salaires, parce que tout augmente sauf les salaires. Et nous, ce qu'on propose, c'est de permettre à tous les chefs d'entreprise, on passe un deal gagnant-gagnant avec eux, vous augmentez de 10% l'ensemble des salaires de votre entreprise. En contrepartie, ces 10% de salaires sont exonérés de cotisations patronales pendant 5 ans. Et troisièmement, il faut retrouver la maîtrise des prix de l'énergie. Aujourd'hui, les prix de l'électricité au niveau européen sont adossés au prix du gaz. L'Espagne et le Portugal viennent de prendre des mesures de souveraineté nationale. Ils viennent de sortir de cette clause du marché européen de l'électricité et projettent sur les 6 prochains mois de baisser de 30% les prix de l'électricité. Aujourd'hui, l'électricité et le gaz sont adossés, alors même que 92% de l'énergie qui est produite en France ne dépend pas d'énergie fossile. L'avez-vous dit, Elisabeth Borne? Vous avez rencontré la Première ministre il y a quelques jours. D'ailleurs, c'est mercredi qu'elle tiendra son discours de politique générale. Bon, au-delà de la question de savoir si elle doit ou pas passer par un vote de confiance. Est-ce que vous avez eu, vous pensez qu'elle doit passer par ça, mais est-ce que vous avez eu cet échange nourri? Est-ce que vous avez mis sur la table vos discussions? Est-ce qu'il peut y avoir au service des Français, des plus modestes, quelques points d'accord? Mais ils ne veulent pas. Moi, on lui a proposé, avec Marine Le Pen, nous avons rencontré la Première ministre mercredi soir, mais rien, et de toute manière, ce n'est pas elle qui prend la décision. Voilà, c'est le président de la République. Or, le président de la République ignore totalement les souffrances des Français. Il ne voit pas qu'il y a des millions de gens aujourd'hui qui n'arrivent plus à faire le plein de la totalité du plein de leur voiture, qui voient l'alimentation exploser, qui n'arrivent plus à se nourrir, qui n'arrivent plus à se chauffer. On annonce une multiplication. D'où la baisse sur le prix de l'essence, etc. D'abord, le chèque, c'est un one-shot, c'est-à-dire que vous l'avez une fois et terminé. La baisse des taxes que nous proposons, elle est pérenne. Mais nous proposons également que sur l'alimentation aujourd'hui, on sort totalement la TVA, on exonère de TVA un panier de 100 produits de première nécessité.
Vous me dites tout le monde va en bénéficier, mais évidemment que les produits de première nécessité seront a priori davantage utilisés par les familles les plus modestes et par les familles populaires. C'est le riz, les pâtes, les produits hygiéniques, les couches pour les bébés. On sort totalement la TVA. Donc on a des mesures extrêmement offensives pour rendre du pouvoir d'achat aux Français, plutôt que finalement de leur casser les jambes d'un côté avec 60% de taxes et de leur offrir une béquille de l'autre avec un Jordan chèque. Bardella, urgence sociale sans le moindre doute, urgence compte public aussi, selon Bruno Le Maire. Est-ce que l'inquiétude par rapport au compte public, les déficits, la dette et ainsi de suite, ce n'est pas une préoccupation qui devrait aussi habiter le Rassemblement national? Mais c'est la raison pour laquelle nous avons réclamé tout au long de l'élection présidentielle que des économies de bon sens soient faites. Je veux dire, les Français qui nous regardent ne comprennent pas qu'ils aient toujours plus de mal à se chauffer, à se déplacer, à se soigner, et que de l'autre, on continue par exemple d'offrir les soins gratuits à la terre entière, qu'on continue d'avoir des centaines de milliers de personnes qui rentrent chaque année dans notre pays et qui nous coûtent beaucoup d'argent. Les Français qui nous regardent doivent savoir qu'aujourd'hui, quand vous arrivez en France, vous êtes étranger, vous avez plus de 65 ans, vous n'avez jamais cotisé en France, vous touchez un minimum de retraite de 800 €. Mais c'est du délire. 800 €, c'est parfois plus que ce que gagnent des agriculteurs ou des retraités ouvriers français qui ont travaillé toute leur vie et qui aujourd'hui n'arrivent plus à faire face. Il y a beaucoup de retraités qui vivent avec 7 ou 8 € par jour dans notre pays. Donc il est là le bilan de l'injustice du gouvernement. Il faut faire des économies sur la fraude. Le magistrat Charles Prats a remis un rapport, plusieurs d'ailleurs. Il pointe 50 milliards d'euros de fraude sociale et fiscale par an. On pourrait mettre en place par exemple la carte vitale biométrique. On sait qu'il y a 7 millions de fausses cartes vitales qui sont en circulation. Il faut faire des économies sur l'Union européenne parce que pendant qu'on met des embargos sur le pétrole et pendant qu'on tape les automobilistes au portefeuille, l'Union européenne continue de négocier des accords de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Je vous rappelle ce que disait le Haut Conseil pour le climat. La moitié de nos émissions de gaz à effet de serre, c'est pas les automobilistes français qui ont besoin de leur voiture, ce sont les importations et ce sont donc les accords de libre-échange. Donc les Français n'y arrivent plus et les agriculteurs, les chefs d'entreprise voient arriver sur le sol français des produits qui viennent de très loin, imbibés de pesticides, qui ne respectent ni nos normes sanitaires, sociales ou environnementales. Les économistes chercher, selon vous, en tous les cas dans le domaine de l'immigration ou sur le plan européen. On vous entend depuis le début de cette émission, Jordan Bardella, à la tête du Rassemblement national. Parfois, on précise par intérim, parce qu'on attend évidemment de voir qui occupera au final ce fauteuil. Il y a une course, semble-t-il, à la direction. Mis à part vous, il y a aussi l'appétit de Louis Alliot, que l'on cite. Est-ce qu'il peut y avoir un choc des visions à l'intérieur du RN, ou une émulation, il ne s'agit pas de vous mettre en confrontation, mais est-ce qu'il va y avoir plusieurs candidatures et puis une confrontation, une compétition saine? Écoutez, nous réunissons le Bureau national mardi afin de lancer et d'enclencher le processus qui doit aboutir au Congrès à l'élection du ou de la nouvelle présidente du Rassemblement national. Vous savez que Marine Le Pen a annoncé qu'elle ne reviendrait pas à la présidence du RN pour se consacrer à la présidence du groupe à l'Assemblée nationale. Le Congrès aura vraisemblablement lieu à l'automne. Moi, je proposerais tout simplement aux adhérents que le chemin qu'on a tracé ensemble depuis un an avec Marine Le Pen, qui nous a amené à 42% des voix à la présidentielle, 89 députés, je pense que ce sont de belles victoires qui sont liées à la stratégie, à la campagne que nous avons faite depuis un an, que ce chemin-là soit poursuivi. Mais j'ai beaucoup de respect et d'amitié pour Louis, mais il n'y a pas de différence de ligne politique. Il n'y a pas quand même des sensibilités, Non, mais il peut y avoir des différences de parcours, des différences de profil, des différences de génération, des différences mais de sensibilité. Est-ce qu'il n'y a pas de différence de sensibilité, une sensibilité plus sociale, plus identitaire, etc. Non, de différence peut-être de projets qu'on portera pour le mouvement et pour le parti. Mais il n'y a pas de divergence de ligne politique et je pense que c'est là notre plus grande force. Deux candidats. Écoutez, moi, je ne sais pas s'il est candidat pour l'instant, vous êtes peut-être mieux renseigné que moi. Mais s'il y a plusieurs candidats, je trouverais que dans un exercice de démocratie interne, c'est bien et c'est parfaitement sain. Eh bien, nous le verrons dans quelques jours ou quelques semaines. Merci Jordan Bardella d'avoir répondu à nos questions. On marque une courte